Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit, chroniqueur avec nous un mercredi sur deux. Frédéric Bérard, vous êtes salué. Et vous de même, M. Tremblay? Depuis vendredi dernier, c'est Mark Carney qui est devenu le nouveau chef du Parti libéral du Canada et par conséquent, le premier ministre du Canada. Mais pour combien de temps? Là, on voit déjà qu'il prend son rôle au sérieux. Il est allé faire un tour en Europe. Il est allé aussi au Nunavut dans les derniers jours. C'est quoi les règles qui s'appliquent? Pendant combien de temps il peut encore jouer, j'utilise le terme entre guillemets, jouer au premier ministre avant de déclencher officiellement des élections, Mark Carney? En fait, il n'y a pas de délai précis, mais la règle, elle, est claire. Hein? On ne peut pas être premier ministre ou ministre au Canada sans s'engager à se présenter aux élections, dans une partielle, par exemple, dans une élection générale, dans le cas du premier ministre, dans un délai acceptable, à la première occasion utile. Évidemment, c'est très, très flou, hein, comme la plupart des règles constitutionnelles. Des règles constitutionnelles qu'on appelle du droit mou, là, dans le sens où c'est pas précis à 100%. Mais par exemple, Mark Carney ne pourrait pas être premier ministre du Canada encore l'an prochain. Là. Il doit déclencher une élection, je te dirais, dans les prochains mois au maximum. Il faut qu'il soit élu, je dirais, d'ici l'automne 2025 ou à la toute fin de 2025. Voilà, parce que bon, évidemment... Mais attends, Frédéric, je veux comprendre, parce que là, il y a des rumeurs qui disent que ça sera déclenché incessamment. Tu me dis qu'il pourrait donc étirer l'élastique, peut-être en prétextant le climat actuel avec les États-Unis. Donc, techniquement, Mark Carney pourrait prolonger ça plus tard. C'est pas ce qui va arriver, on ne le sait pas encore, on n'est pas devin, mais il pourrait le faire. Ben, techniquement, oui, parce que quand on est dans le cadre de convention constitutionnelle, c'est ce qu'on appelle du droit constitutionnel mou, là, entre guillemets, là, versus du dur, dans le sens où c'est pas évident, là. Il n'y a pas de délai précis décrit et on laisse un peu à la population le soin de sanctionner les acteurs qui violeraient telle ou telle convention. Donc, évidemment, ici, on pourrait se dire, pour répondre à ta question, ben, que les électeurs, les électrices pourraient se dire, ben là, compte tenu du climat, hein, on n'a pas vécu ça souvent, là, des menaces d'annexion dans notre vie, ben, OK, je suis à l'aise pour que Carney demeure un petit peu plus longtemps au pouvoir. Mais si on fait abstraction de ce contexte-là, tout ce que j'essaie de dire, dans le fond, c'est que un premier ministre ne peut pas exercer ses fonctions sans s'engager à être élu le plus tôt possible. Alors, ton petit doigt, qu'est-ce qu'il te dit? Des élections ce printemps ou plus tard? Mon petit doigt, il me dit que bon, il faut pas oublier que les libéraux sont minoritaires. Alors, si l'opposition veut faire tomber encore, hein, parce que c'était le cas dans le temps de Trudeau, veut encore faire tomber les libéraux, elle le fera sans forcer. Hein, il suffit d'un vote au Parlement et puis basta, c'est terminé. Mais là, on regarde les sondages, c'est plus difficile pour Poilievre, c'est plus difficile pour Blanchet, c'est très difficile aussi. Est-ce qu'ils ont vraiment avantage d'aller en élection maintenant? Ou ils ont plutôt avantage de laisser Carney rouler encore un peu en espérant de leur côté que Carney, justement, se casse les dents compte tenu du contexte actuel. En même temps, il y a un risque à ça, hein, parce que peut-être que Carney fera un job suffisamment intéressant pour rassurer les Canadiens, pour gagner la confiance de cet électorat. Ça se peut aussi. En d'autres termes, c'est une espèce de coup de poker assez culotté là, si on décide de le laisser en place. Moi, si j'étais Carney, j'essaierais de rester en place pour démontrer, regardez, là, vous voyez, je suis l'homme de la situation, vous me connaissiez pas il y a 2 semaines, maintenant vous me connaissez, tu l'as dit, bon, je suis allé en Europe, je suis allé au Nunavut, voici ce qu'on va faire. Puis là, il y a déjà, par exemple, XY échauffouré avec Trump, il se tient debout, les gens aiment ça, et là, paf, on déclenche des élections. Bref, moi, c'est ce que j'essaierais de faire à sa place. Mais encore là, je le répète, il doit s'engager à se présenter dans les meilleurs délais, mais les meilleurs délais, c'est une notion qui est très, très floue. Là, par la tu me fais douter. J'avais préparé mes chemises, mes cravates de campagne électorale. Là. Tu me fais douter légèrement, là, Frédéric Bérard. Bon, on va rester en mou un peu. OK. Le temps est passé. Ouais, lundi, le premier ministre Carney, on va l'appeler comme ça, était en voyage officiel en Europe avec des rencontres avec le président français Emmanuel Macron et en Angleterre où il a rencontré le roi Charles III. On ne reviendra pas sur le cours de monarchie 101, on l'a déjà fait ça, mais la couronne britannique, le roi, peut-il nous aider concrètement dans le contexte qu'on connaît actuellement avec les États-Unis? Ben, il faut savoir que le Canada, à la base, en 1867,
était une colonie britannique à 100%, comme plusieurs autres. Elle a acquis une certaine indépendance en matière internationale dans les années 1920, jusqu'au traité de Westminster de 1931, où là, elle a acquis une indépendance très, très, très intéressante, mais restait quand même un élément qui manquait au tableau, c'était celui des formules d'amendement. Le Canada ne pouvait pas amender sa propre constitution sans demander l'approbation de Londres. On sait ce qui est arrivé en 1982 avec le rapatriement, la charte des formules d'amendement. Donc, on peut dire qu'à partir de 82, le Canada est devenu parfaitement indépendant à tout point de vue. Ce qui veut donc dire que techniquement, la couronne britannique n'a pas de pouvoir réel ici autre que symbolique, mais, et ça, il faut le dire quand même, reste que ce symbole-là est quand même très fort. Par exemple, le premier ministre du Canada, Carney, n'est pas le chef de l'État. Il n'est que le chef du gouvernement. Si vous regardez la loi constitutionnelle de 1982, 1867, c'est pas 1867 dans ce cas-ci, on le voit, la monarchie a quand même un certain pouvoir qui est symbolique, je me répète, on sait que c'est le premier ministre qui décide, mais le poste de roi est là, clairement. Et c'est ce poste de roi, c'est ce roi-là qui a le pouvoir, par exemple, de déclencher des guerres à l'article 15 de la loi constitutionnelle de 1867, mais ça reste encore très, très, très symbolique, je me répète, parce qu'on sait que c'est le premier ministre canadien qui va décider. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que si on voulait réinvoquer, dépoussiérer cette loi-là de 1867, puis dire, regardez, là, c'est le roi britannique qui est le chef de l'État au Canada, et donc, oui, il peut faire face à Donald, là, ça serait quelque chose, mais la pratique, donc les conventions constitutionnelles, sont tout à fait à l'effet contraire. En d'autres termes, il faudrait casser tout ce qu'on a créé depuis plusieurs années et donc tasser, entre guillemets, le premier ministre du Canada en disant non, le vrai chef ici, le vrai boss, dans les faits, c'est le roi. L'autre chose qui pourrait s'appliquer également, c'est qu'on fait quand même partie du Commonwealth. Ça, faut pas l'oublier, qui est une organisation relativement intéressante, relativement puissante. Évidemment que c'est pas l'ONU, mais quand même. Donc oui, le roi Charles pourrait dire à Trump et compagnie, là, ça suffit. Si tu attaques le Canada, tu attaques le Commonwealth. Maintenant, c'est sûr que la force de frappe du Commonwealth n'est pas fantastique non plus. Les pays sont pas obligés de débarquer pour venir en aide à un ou à l'autre. De toute façon, je vois mal l'Australie, moi, débarquer pour venir nous défendre à Saint-Jérôme, là, pour être bien honnête. Donc, ça, pour te dire quoi? C'est-à-dire que je peux pas... Au-delà du symbole, là, je vois pas la force concrète là, d'une éventuelle participation britannique. Mais je vais prendre une image de cours d'école, OK? Quand on était jeunes, des fois, on avait tous dans la famille un cousin un peu plus balèze, là, un peu plus, disons, baraqué. Est-ce que le Canada pourrait demander à son cousin de venir, viens à côté de moi, puis monte un peu tes biceps, juste pour dire à l'intimidateur de la cour d'école là, de peut-être se tenir plus tranquille. Est-ce qu'il pourrait faire ça? Oui, il pourrait faire ça, sauf que le problème, c'est que le cousin balèze, il mesure 5 pieds 11, pèse 180, puis l'intimidateur, il fait 6 pieds 7, puis il en pèse 320. Ouais. C'est mieux de l'avoir de son côté qu'être seul, ça je comprends bien, mais ça se pourrait que l'intimidateur dise, écoute, t'es plus gros que ton cousin, mais tu me fais pas tellement peur non plus. Là. Bon, mais parlons-en de l'intimidateur, ici Donald Trump. Il est beaucoup question de frontières, qui est là maintenant avec ses menaces d'annexion. Il a été question de la frontière ou les Grands Lacs, par exemple. Et on pourrait même extrapoler avec les frontières ailleurs. Je pense à l'Ukraine et la Russie. Les frontières, lorsqu'on parle de géopolitique, qui gère ça, les lignes et les frontières sur la planète? En fait, tout dépend de ce qui aura été entendu de manière bilatérale ou multilatérale entre les pays. Dans le cas du Canada, les frontières en question, notamment sur la question des Grands Lacs, ça a été conclu dans un accord de 1908, à l'époque où, je le disais tout à l'heure, où le Canada n'était pas indépendant, à l'époque où le Canada était une colonie britannique. Et c'est d'ailleurs là-dessus, moi, je te fais une prédiction que Trump va jouer, disant, dans le temps, c'était pas le Canada, c'était le Dominion, ça n'a plus rien à voir. Puis il est allé dire, d'ailleurs, ces lignes-là ont été dessinées tout croche, pratiquement par un enfant ou une personne en état d'ébriété. Là, ça n'a pas de bon sens, on va renégocier ça, on va redessiner ça. Alors, pour répondre à la question plus concrètement, ce sont les pays comme tels qui décident, voici nos frontières, des pays limitrophes, là, donc des pays à côté un sur l'autre, voici où on va tracer la ligne. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois que ça a été fait, une fois que ça a été entendu et conclu,
le droit international public vient protéger ces frontières-là. Et ça fait en sorte qu'il y a 3 axes majeurs. Ça veut dire, si vous avez une frontière X, ben, l'État Y ne peut pas venir s'ingérer dans les affaires de l'État X en question, ne peut pas non plus attaquer sa souveraineté et, puis ça c'est important, ne peut pas menacer de quoi que ce soit l'existence même de l'État. Et là, ce que est en train de faire Donald Trump, c'est en plein ça. Il menace, clairement, d'ailleurs, le Canada d'annexion. Il fait un peu ce que la Russie fait avec l'Ukraine. On veut avoir tel territoire, tel territoire. Là, il commence avec les Grands Lacs. Ça a l'air smooth, entre guillemets, comme ça. Mais clairement qu'il y a des velléités qui sont plus importantes que ça. Clairement que c'est une violation du droit international. Ça fait aucun doute. Mais clairement aussi que Donald Trump s'en fiche pas mal du droit international, selon toute vraisemblance. Oui, ça, on le sait. Et dernière chose, question ajoutée à cette chronique, Frédéric Bérard. Il est en entrevue hier, Donald Trump, et il a mentionné par rapport aux possibilités d'élection au Canada qu'il préférerait négocier avec Mark Carney que Pierre Poilievre. C'est pas de l'ingérence, ça? Ça, c'est clairement de l'ingérence. Clair et net. Et là, le pauvre Poilievre, lui, qui commence à trouver ça moins drôle parce qu'il chute dans les sondages. Évidemment, on le voit. Les gens disent, t'étais trop proche de Trump. Là, c'est à se demander s'il est content ou s'il est pas content. Moi, j'ai l'impression qu'il est pas très content parce que les gens, en mon sens, pourraient se dire, moi, je veux avoir la personne qui est la plus apte à négocier avec Trump. En même temps, est-ce que c'est une stratégie trumpiste? Est-ce que Trump souhaite vraiment que ce soit Carney? Est-ce que les gens pourraient se dire, ben non, c'est un truc qui est en train d'essayer de faire Trump, c'est pas très sérieux. On sait que, par exemple, Poutine avait appuyé Kamala Harris lors de la dernière campagne. Est-ce qu'il y a vraiment des Américains qui ont voté Harris parce que Poutine leur a suggéré de le faire? Alors ça reste à voir aussi. Donc, en d'autres termes, avec Donald, c'est ça la beauté de l'affaire ou le malheur de l'affaire. On ne sait jamais à quel point il pense réellement ce qu'il dit, ou c'est une stratégie, ou c'est seulement de la bêtise. Il est avocat, docteur en droit, chroniqueur et notre cousin balèze lorsqu'on veut parler de droit et société, Frédéric Bérard. C'est bien présenté, ça? Oui, Coulin, je ne sais pas trop où t'en allais, mais Cousin, ça va. Balèze, ça, je sais pas, je t'ai pas vu depuis un bail, fait que je pourrai en juger là, dans notre prochaine rencontre. Salut Frédéric Bérard. À bientôt, salut.